Bienvenue sur cette version audio de la lettre mensuelle du syndicat de la fonction publique de décembre 2022. Cette édition va être l'occasion de parler des contraintes qui se pèsent aux fonctionnaires pour faire valoir leurs droits, et notamment la contrainte qui impose de saisir le tribunal administratif. En effet, contrairement au secteur privé, le secteur public ne dispose d'aucune instance d'arbitrage des conflits. Certes, antérieurement, il existait un médiateur, le texte est toujours en vigueur, mais le gouvernement Fritsch s'interdit de nommer un médiateur qui puisse intervenir dans la résolution des situations créées par les défauts et les violations des règles et des droits des fonctionnaires. Dans le secteur privé, par contre, beaucoup de gens l'ignorent, mais l'inspection du travail peut être saisie autrement que pour des contrôles. Elle peut servir de médiateur en amont d'éventuelles procédures devant les tribunaux. Les inspecteurs rappellent alors aux salariés comme aux employeurs les règles de droit à respecter. Nos collègues de la convention collective des ANFA en bénéficient et, à un certain nombre de cas, le syndicat a pu intervenir afin de mettre en œuvre ce type d'arbitrage, notamment dans les cas de demande de reclassification salariale. Mais dans le secteur public, celui des fonctionnaires du pays, tout différend se termine devant le tribunal administratif. En effet, le secteur public ne dispose plus de médiateurs capables de rappeler tant aux hiérarchiques qu'aux agents les règles administratives auxquelles ils sont soumis. La disparition du médiateur de la Polynésie française, ou du moins sa non-nomination, ne fait pourtant pas obstacle à ce que le médiateur de la République, devenu depuis le défenseur des droits, soit compétent pour traiter les dossiers, mais en pratique, les représentants locaux sont rapidement dépassés par la masse de travail et traitent très peu de situations concernant les fonctionnaires du pays. Ainsi, le moindre différend qui ne peut être réglé à l'amiable se termine peu ou prou de la même manière devant le tribunal administratif, sauf si l'agent abdique et renonce à faire valoir ses droits. Les risques de différend ne manquent malheureusement pas dans notre administration, d'autant que depuis plusieurs années maintenant, celle-ci a visiblement pris soin de ne surtout pas chercher la moindre solution négociée. Nous regrettons profondément cet état d'esprit et cet état de fait. Nous militons ardemment pour la création d'une instance dont le rôle serait d'intervenir en amont de la saisine du tribunal administratif. Les missions de la DMRA, la Direction de la modernisation et des réformes de l'administration, pourraient par exemple être étendues à cet objet, puisque, manifestement, le président ne souhaite pas nommer un médiateur de la Polynésie française. Cependant, il faudrait que ce service devienne véritablement indépendant de sa tutelle, pour éviter toute pression politique, ce qui, dans le cadre actuel, est bien entendu une pure utopie. Alors, les actes contestés, les délais de recours et les principes de territorialité, cela ne vous parle pas beaucoup, mais voilà, cela peut être frustrant. Les auteurs des décisions contestées ne seront pas poursuivis. C'est uniquement les décisions matérialisées par les actes qui sont attaquées. Ainsi, il est possible d'attaquer des lois de pays, des délibérations, des arrêtés, des notes de service, des décisions. Il est également possible d'attaquer l'absence d'acte ou de refus de transmettre des documents. Mais en aucun cas, vous ne pourrez poursuivre une personne déterminée devant le tribunal administratif. Votre adversaire ne sera donc pas l'auteur des décisions bafouant vos droits, mais l'autorité administrative à laquelle il appartient. Il peut, selon le cas, s'agir d'une commune, pour les agents communaux, ou de la Polynésie française, voire d'un établissement public, lorsque vous relevez d'un établissement public comme autorité d'emploi. La règle générale est qu'un agent public dispose d'un délai de 2 mois pour contester une décision devant le tribunal administratif à partir du moment où elle lui a été communiquée. Passé ce délai, la décision discutable est réputée acceptée par tous les agents publics. Dès lors, même si celle-ci s'avère non conforme au droit, elle deviendra incontestable. Il est donc très important de bien veiller à ce que les délais de recours soient respectés afin de ne pas rendre votre procédure totalement irrecevable. Il ne faut pas donc trop tarder. L'agent de la fonction publique doit respecter un principe de territorialité. Cela signifie qu'en pratique, il doit porter l'affaire devant le tribunal administratif de l'endroit où il exerce son activité. Fort heureusement pour nous, la quasi-totalité des agents de la Polynésie française, il s'agira du tribunal administratif de Papeete. Mais ce n'est pas le cas pour
tous les agents du pays. Par exemple, pour ceux qui sont affectés à la délégation à la Polynésie française, c'est le tribunal administratif de Paris qui doit être saisi. C'est d'ailleurs ce que font nos collègues de la délégation chaque fois qu'ils ont un problème. Et il faut reconnaître que la délégation de la Polynésie française à Paris est plutôt coutumière du type de litige à cause de la succession des managements un peu déviants qu'on y a rencontrés depuis maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années. Alors, comme toute juridiction, la juridiction administrative repose sur 3 niveaux. Le premier, c'est le tribunal administratif, première instance, et une fois qu'une première décision est prise, si elle ne vous satisfait pas, vous pouvez la contester en appel devant la cour administrative d'appel qui se trouve à Paris, et enfin finalement devant le Conseil d'État. En procédure administrative, les échanges sont essentiellement écrits. Il n'y a pas de plaidoirie comme cela peut être le cas en théorie au civil ou encore en pratique au pénal. Il est donc primordial de constituer un dossier solide. En première instance, ce qui nous intéresse le plus, la saisine du tribunal administratif peut parfaitement être effectuée sans recourir au service d'un avocat. Vous-même, en tant qu'agent, vous pouvez ainsi écrire vos propres requêtes et les déposer auprès du greffe du tribunal. Pour cela, soit les documents sont imprimés et déposés en version papier, soit ils sont téléchargés sur le site télérecours de la juridiction administrative. En effet, le gouvernement central et la justice administrative en particulier ont déjà dématérialisé ces procédures. Vous pouvez donc tout faire par Internet et tout suivre par Internet sans être obligé de vous déplacer, si ce n'est pour l'audience. Ainsi, saisir le tribunal administratif peut se faire sans frais. Il est cependant toujours préférable d'être assisté par un professionnel qui connaît le langage juridique, les procédures et les textes. En revanche, l'appel d'une décision devant la cour administrative d'appel ne pourra se faire que par le biais d'un avocat. Il en va de même lorsqu'il y a contestation devant le Conseil d'État. Il vous faudra donc compter en moyenne entre 7 mois et 1 an de procédure pour obtenir une décision du tribunal administratif de Papeete, ce qui est très court. Si ce délai vous paraît long, sachez que sur les mêmes procédures à Paris, nos collègues doivent attendre environ 2 ans. Le tribunal administratif de Papeete est donc plutôt réactif. Comme toute juridiction, la juridiction administrative va vous demander de répertorier les textes sur lesquels vous vous appuyez en précisant bien leurs références. Même si la remarque peut paraître ridicule, lisez attentivement ces textes. Il y a parfois un décalage entre l'interprétation que l'on peut en avoir en première lecture, ou l'impression qu'on peut en avoir, et ce qu'ils disent réellement. Il se peut également qu'il y ait méprise entre ce qu'on pense en connaître et ce qu'ils définissent véritablement. En troisième lieu, vous devez démontrer en quoi les textes réglementaires n'ont pas été respectés dans le dossier qui vous concerne. Vous devez donc confronter les faits, votre narratif, au texte en vigueur. C'est ce que l'on appelle la discussion. Vous devez alors tenter de démontrer en quoi les textes qui sont censés régir vos droits n'ont pas été respectés. Enfin, en dernier lieu, il vous faudra conclure en indiquant ce que vous attendez comme décision de la part du tribunal. Dans la majorité des cas, vous demanderez l'annulation d'une décision ou d'un acte. Si des éléments financiers sont rattachés à ces actes, ils ne sont pas réclamés en tant que tels, mais ils doivent apparaître comme la conséquence de l'annulation d'une décision ou de l'annulation d'un refus de décision. En pareil cas, vous devez donc bien insister sur le fait que vous demandez l'annulation d'une décision ou d'un acte, puis dans un second temps, rappeler les implications financières de cette annulation. Lorsque vous rédigez votre requête, il ne doit pas y avoir de place pour les sentiments, pour les ressentis ou l'à peu près. N'affirmez que ce que vous êtes en mesure de prouver et soyez précis. Tous les documents que vous joignez doivent être numérotés et si possible respecter l'ordre d'apparition chronologique dans votre requête. Être numéroté signifie porter l'indication physique du numéro que vous leur avez attribué. Votre requête doit impérativement être accompagnée d'un bordereau des pièces jointes. Ce document fait le lien entre les numéros des pièces et les noms donnés au document dans votre requête, notamment informatique, et les pièces que vous allez joindre. Il faut éviter les jeux de pistes qui pourraient fatiguer le magistrat qui instruira votre dossier. Même si les juristes sont habitués à lire des phrases longues et sophistiquées,
il est toujours préférable d'écrire des phrases simples et courtes, une phrase, une idée. Si vous choisissez de recourir au service d'un avocat, il est fortement recommandé de vous livrer à l'exercice de cette écriture. Vous connaissez les faits mieux que votre conseil puisque c'est vous qui les avez subis. Vous pourrez alors remettre votre travail à votre avocat et cela lui simplifiera grandement la tâche. Cela peut également réduire les mauvaises interprétations de votre conseil sur la base de ce qu'il pense avoir compris de ce qui vous est arrivé. Vous orchestrerez ainsi la constitution du dossier et notamment des pièces jointes. La lecture attentive des textes réglementaires peut parfois vous faire comprendre que vous n'êtes malheureusement pas dans votre droit. Morale et droit ne vont pas nécessairement de pair. Si vous vous lancez dans un recours indemnitaire, par contre, il s'agit d'une procédure particulière. En effet, il se peut que vous ayez subi un préjudice de la part de votre administration qui n'a pas su vous protéger ou protéger vos droits. Par exemple, si l'administration reste inactive devant une situation qui vous a mis en danger physiquement ou moralement dans l'exercice quotidien de votre travail, vous pouvez réclamer réparation. C'est ce qu'on appelle un recours indemnitaire. Ce type de recours est très particulier et il nécessite le respect d'une procédure bien spécifique. En effet, vous ne pouvez pas porter l'affaire directement devant le tribunal administratif. Vous avez l'obligation de présenter préalablement votre revendication à l'autorité compétente, en ce qui nous concerne, le président. Ainsi, pour les fonctionnaires territoriaux, il vous faudra effectuer un recours indemnitaire auprès de celui-ci. Dans ce recours préalable, vous exposerez succinctement les faits tout en les justifiant, ainsi que le montant de votre préjudice et le montant dont vous souhaitez obtenir réparation. N'étalez pas tous vos arguments et tous vos documents lors de cette étape. L'autorité saisie dispose alors de 2 mois pour vous répondre. Passé ce délai, vous avez alors 2 mois pour déposer votre recours devant le tribunal administratif. Ce recours préalable est une sorte de tentative de conciliation ou d'avertissement. Il s'agit d'une étape obligatoire. Si elle n'est pas respectée, votre procédure devant le tribunal administratif sera rejetée. En pareil cas, vous devrez être en mesure de justifier le préjudice que vous avez subi. Dans certains cas, l'estimation peut s'avérer relativement simple, car vous disposerez de factures ou d'éléments factuels pour évaluer votre préjudice. Lorsque le préjudice est moral, l'estimation est plus compliquée. Un conseil, soyez juste. Si le tribunal administratif constate que votre revendication est démesurée par rapport à votre rémunération, il risque de ne pas accorder de crédibilité à votre demande. Il en va de même si l'estimation de votre préjudice s'avère trop minime, car le tribunal ne vous accordera pas plus que ce que vous avez demandé, mais souvent moins. Donc soyez juste et proportionné dans votre estimation. En tout cas, si un conseil doit vous être donné, n'agissez pas seul la première fois. Avant de se lancer seul dans l'écriture d'une requête, il est préférable d'avoir été accompagné au moins une première fois. Il est évident que pour beaucoup d'agents publics, les frais d'avocat peuvent constituer un obstacle dissuasif. Tout le monde n'a pas les moyens de verser entre 100 000 et 200 000 francs à un avocat pour une procédure administrative dont l'issue est incertaine. Pour autant, l'argent ne doit pas représenter un frein au respect de vos droits par votre administration. Dès lors, n'oubliez jamais que les organisations syndicales sont normalement là pour vous aider et vous guider dans cet exercice. Aussi, n'hésitez pas à les solliciter si vous êtes contraint de saisir la juridiction administrative. En cette période de fête, nous vous souhaitons à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année, santé, bonheur et sérénité pour vous et vos proches. Nous vous rappelons que nous sommes toujours à votre disposition pour tout problème que vous pourriez rencontrer, que vous soyez affilié ou non à notre centrale, mais bien évidemment, nous accorderons toujours la priorité à nos adhérents.